La suite du grand débat de ce vendredi, nous décryptons, nous analysons l'actualité avec trois plumes, trois penseurs. Guy Barré, journaliste, Steven Thompson, écrivain américain d'expression française, et Ilyes Zouari, président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Nous allons à présent aborder la violence des mineurs. On en parlait encore dans le flash de Vincent il y a quelques instants. Les faits se multiplient, presque quotidiennement une nouvelle agression. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Steven Thompson ? Ouais. Et Gabriel Attal parle d'un manque d'autorité. Je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'il fait partie du problème. Ce manque d'autorité, on sent ça à tous les niveaux. Je vais dire un truc qui paraît peut-être un peu léger ou banal, mais moi je suis piéton, je marche beaucoup à Paris, et on est en danger à cause des cyclistes. C'est ma bête noire et ça paraît peut-être vraiment à côté du sujet, mais il y a un non-respect des feux rouges et c'est dangereux. Et souvent même, il y a tous ces couloirs qui ont été créés pour les cyclistes et pourtant, ils empruntent aussi les voies pour les voitures alors qu'ils ont plein d'espace ailleurs. Et puis, quand tu les regardes, ils te regardent avec une sorte de mépris et condescendance. Et c'est souvent des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attaque symbolique contre tout ce qui représente la famille, que ça soit l'Église, que ça soit l'autorité parentale. Je pense que ce n'est pas un hasard que le Premier ministre, c'est quelqu'un qui a 34 ans. Même ce jeunisme qui est présent dans le gouvernement, c'est une sorte d'attaque contre la figure patronale. Donc, que Gabriel Attal dit maintenant, je veux instaurer l'autorité, il incarne lui-même un manque de respect pour l'autorité. Il était ministre de l'Éducation pendant 5 mois et maintenant il devient Premier ministre. Chez nous, aux États-Unis, normalement tu es expert dans un domaine et tu occupes ton poste pendant 3 ans, 4 ans. Ici, tu changes de portefeuille tous les 3-4 mois. Il y a une sorte de contradiction. Je pourrais parler pendant 15 minutes, je laisse la place à mes collègues, mais peut-être ça paraît un peu incohérent, mais je trouve qu'il y a un manque d'autorité à chaque niveau. Ilyes Zouari ? Effectivement, je suis un petit peu d'accord avec vous. Effectivement, il y a historiquement, on a un rapport avec l'autorité en France qui est un peu particulier. On n'est pas vraiment comme les pays scandinaves, germaniques ou anglo-saxons. Voilà, on a quelques défauts en la matière. On a beaucoup d'autres qualités aussi. En tout cas, c'est vrai que nous devrions faire des progrès en matière quand même de respect de l'autorité, de respect de l'ordre. Il y a eu, ça s'est quand même assez dégradé depuis quelques décennies. On n'était pas comme ça il y a quelques décennies. On était mieux qu'aujourd'hui à ce niveau-là. C'est une évolution un peu regrettable qui s'explique par diverses choses, probablement. Et je pense qu'il faut resserrer la vis. Je pense que le gouvernement m'a annoncé plusieurs mesures qui vont dans le bon sens. Oui, on va en parler. Voilà. Encore faut-il bien évidemment les mettre en œuvre, les appliquer. Encore faut-il que la justice suive, que les différentes autorités donc publiques suivent également. Voilà. Donc en tout cas, on verra ce qu'il en restera dans quelques mois ou dans 2 ou 3 ans. D'ailleurs, nous ne sommes même pas sûrs que ce gouvernement se maintienne. D'ailleurs, voilà, motion de censure, etc. On verra bien. Guy Barré ? Écoutez, nous sommes habitués à ce qui s'assimile maintenant à un rituel lorsqu'il y a un fait divers particulièrement marquant dans l'opinion, un jeune qui est assassiné, etc. Alors là, on entend quasiment le même discours. On dit à partir de maintenant, ce sera plus pareil. On tape le poing sur la table, quelques mouvements de menton, en disant quelques mesures, etc. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais parce que ça va tellement vite, on avait annoncé un cours d'empathie. À l'école. Bon, on a oublié, comme si l'empathie, qui est souffrir à la place, se rendre compte de la souffrance des autres, pouvait être l'objet, si vous voulez, d'un cours. Hein. Bon, et moi j'ajoute que s'il devait y avoir un cours d'empathie quelque part, il faudrait commencer par le haut, et aux hommes politiques, aux élus, aux députés qui ne manifestent pas à l'égard les uns des autres beaucoup d'empathie. Vous pourrez donner l'exemple. Bon, alors évidemment, le président de la République, il y a encore quelques mois, avait dit, ben voilà, on va rendre obligatoire des cours de faire du théâtre à l'école. Bon, voilà encore une mesure. Alors que les matières fondamentales sont dramatiquement basses, d'un niveau très bas, on va faire des cours de théâtre après. Bon, bref. Donc là, le
le Premier ministre a dit, ben voilà, maintenant, un regain d'autorité, etc. Et il a dit, c'est fini de la culture de l'excuse. Mais dans le code pénal, actuellement, il y a toujours l'excuse de minorité. Il faut savoir ce que c'est, l'excuse de minorité. C'est-à-dire que jusqu'à 13 ans, on ne peut faire aucune poursuite, aucun emprisonnement à un enfant, à un adolescent, au motif qu'il manque de discernement. Mais il a assez de discernement à 13-14 ans pour faire le guetteur, pour savoir si la police arrive, quand les dealers sont là. Hein, bon. Et puis, ensuite, entre 16 et 18 ans, eh bien, il n'a que la moitié de la peine applicable à un adulte. Ce qui fait que, tout à fait récemment, le jeune homme qui avait 17 ans, qui a violé, tué 14 coups de couteau à une jeune fille, eh bien, a eu que la moitié de la peine auquel il pouvait avoir. Alors il a dit, mais il n'a pas parlé d'abroger cette loi, qui est donc conçue en 1945, quand un jeune sombrait dans la délinquance, on disait que c'était un dérapage, on allait le remettre dans le droit de chemin. Tandis que maintenant, ça c'est, comment dirais-je, c'est pas institutionnalisé, mais il y a une espèce d'impunité. Par exemple, et je donne 2 exemples. Moi, je suis aussi piéton, mais je prends l'autobus. Un jeune sur 2 ne paie pas. Il ne donne pas de ticket, rien. Le chauffeur ne fait rien, la consigne n'en rien faire pour ne pas se faire agresser ou se faire caillasser quand il repassera. Bon, et donc, ensuite, l'escalade. Il faut savoir aussi que pour un vol dans un commerce ou un supermarché, la police ne se déplace pas si c'est pas au-delà de 200 €. Donc c'est une sorte de franchise, si vous voulez, de 200 €. Vous pouvez voler, alors évidemment, le vigile vous tire les oreilles, vous demande de rembourser si vous êtes pris. Bon, l'autre jour, une pharmacienne témoignait que des gens sont entrés, des jeunes qui sont entrés, qui ont pris des préservatifs, toutes des boîtes de préservatifs, etc. Au commissariat, on lui dit, ben non, on va pas faire une enquête policière pour, etc. Mais la pharmacienne avait de l'humour en disant, ces voleurs ont pris des préservatifs, au moins ils se reproduiront pas. Mais enfin, bon. mais, vous voyez, donc, c'est là que ça commence. Si vous voulez, si vous pouvez aller jusqu'à 200 € pour voler et qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. Et là, on nous dit maintenant aussi que parmi les mesures, on va responsabiliser les parents, on va leur donner des amendes s'ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais d'abord, c'est souvent des familles monoparentales, défavorisées, insolvables, vous pouvez leur mettre des amendes. Et on parle aussi de mesures éducatives, c'est vrai, mais j'entendais ce matin, d'ailleurs à la radio, un magistrat a dit, bon, quand on décide d'une mesure éducative, comme on n'a pas assez d'éducateurs, eh bien entre le moment où la décision est prise et où le jeune est pris en charge, il peut aller jusqu'à 1 an. Hein, et on dit, maintenant, il y aura une comparution immédiate pour les jeunes. Très bien, une comparution immédiate. Condamnation immédiate, très bien. Oui, mais entre la condamnation et l'application de la peine, alors il peut se dérouler, là aussi, encore des mois. Alors, la force, si vous voulez, de la peine, c'est quand elle est immédiatement exécutoire et qu'il y a... c'est ce qu'avait dit aussi, en disant tu casses, tu payes, non, oui, mais il casse, et puis alors il paye 6 mois après. Voilà. Donc tout ça, ce sont des paroles, ce sont des vœux pieux, mais il n'y a aucune des mesures annoncées qui peut arrêter ce phénomène qui est aussi culturel, qui est une éducation. Bon, le cours d'empathie, il a dit on va enseigner l'instruction civique. L'instruction civique, qu'est-ce que c'est dans les écoles? Moi, j'ai pas une famille, j'ai un panel, si vous voulez, avec mes enfants, mes petits-enfants. Je sais ce que c'est. L'instruction civique, c'est, voilà, tu dois accepter la différence évidemment religieuse, sexuelle, la différence, etc., etc. Moi, quand je suis d'un âge vénérable, maintenant, c'était, qui vole un œuf, vole un bœuf, tu ne voles pas, etc. Et Jean-Paul Sartre disait que
la morale des instituteurs, les hussards noirs de la République, était exactement la même que celle qui était dans l'Église catholique, c'est-à-dire, grosso modo, les 10 commandements. Bon, maintenant, l'instruction civique, c'est, respecter les uns, très bien, il faut respecter les uns les autres, mais voilà, d'enseigner vraiment la morale. Bon, alors ça ne veut pas dire que quand on enseigne la morale, qu'on le suit, mais on sait qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Plus personne n'enseigne ça. Parfois l'Église. Une réflexion qui est rapportée par certains enseignants ces derniers temps. Est-ce que l'appauvrissement du langage chez les jeunes peut expliquer cette violence qui serait malheureusement un nouveau mode d'expression? Avant, on s'engueulait grossièrement avec des mots et maintenant on se donne des coups. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'analphabétisme va grandissant, les jeunes ne lisent pas. Je pense que c'est vrai que ça peut être un mode de communication un peu violent, mais les gens, ils communiquent par TikTok, ils communiquent par les réseaux sociaux. Et alors, justement, parmi les mesures de Gabriel Attal, il voudrait quasiment interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, il ne peut pas, parce que ces choses-là sont régies au niveau de l'Union européenne. Il peut interdire certains sites, etc. Bon, mais on ne remet pas le dentifrice dans le tube. Maintenant, les réseaux sociaux, ils sont nés avec ça, donc forcément qu'ils se trouveront d'une autre façon ou d'une autre de le contourner. Yes, oui, donc vous avez parfaitement raison. En tout cas, pour revenir aux mesures qu'il faut prendre, donc pour plus de sévérité, pour faire respecter l'autorité, donc vis-à-vis des jeunes, pour plus de sévérité vis-à-vis de leurs parents, en tout cas de ceux qui seraient responsables de certains manquements en matière d'éducation, mais il faut aussi, bien évidemment, assainir l'environnement. Tout l'ensemble de l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes délinquants, c'est-à-dire déjà le quartier. Si on prend des mesures qui ciblent les mineurs, mais que dans les quartiers dans lesquels ils habitent, vous avez des adultes qui se livrent à différents trafics de manière ostensible, sans être véritablement inquiétés, alors on ne résoudra jamais vraiment le problème. Et puis aussi, il faut s'attaquer donc également aux réseaux sociaux dont vous avez parlé. Là, depuis un certain temps, c'est devenu une arme, comme a dit récemment une ministre, je ne sais plus laquelle, très dernièrement, que c'est devenu une arme de destruction massive de la jeunesse. Elle a parfaitement raison. Vous avez de grands nombres de discours violents, haineux, mensongers également, qui diffusent beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux, qu'il faut vraiment combattre, et beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui. Et on pourrait le faire. D'ailleurs, je prends un exemple, par exemple, assez simple. Dès s'il s'agit de vidéos, de discours antisémites qui sont tenus sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, immédiatement on retrouve la personne, elle est condamnée à juste titre. On pourrait faire la même chose pour le reste également, pour tout ce qui incite à la violence notre jeunesse, ainsi que pour tous ceux qui sont responsables dans les réseaux sociaux de la propagation de fausses informations, notamment sur la France, par exemple. On a tendance souvent à sous-estimer cet élément-là, cette forte désinformation anti-française qui consiste à faire penser que la France serait mauvaise, qu'elle pillerait les pays du Sud, qu'elle serait responsable de l'appauvrissement, qu'elle esclavagiserait les pays, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qui se base sur un nombre incroyable de mensonges, de faits présentés comme réels, mais qui sont totalement mensongers, doivent être combattus parce qu'ils contribuent. Ils alimentent aussi indirectement cette violence et aussi le terrorisme aussi. Tout à fait. Mais malheureusement, on ne fait rien. On laisse même prospérer bien souvent les personnes qui sont responsables de ces désinformations sur notre propre territoire. Steven Samson, on ne vous a pas entendu? Oui, cette question de la France est centrale. Je suis assez d'accord parce que beaucoup de ces phénomènes, que ça soit les réseaux sociaux, ou même les films, les jeux vidéo, les jeunes ils vivent pas juste en France d'une certaine mesure, ils vivent dans un espace international. Et puis le président ne cesse de dire il faut plus d'Europe pour régler les problèmes économiques, mais la culture va de pair avec l'économie ou peut-être pas. Quelle est la marge de manœuvre d'un premier ministre français? Il y a quelque chose qui colle pas là. Parfois, on parle d'un espace français, parfois, on parle d'un espace international, européen. Mais le problème aujourd'hui, c'est occidental, je trouve, que la France... Qu'est-ce qu'on peut faire en France? À la limite, j'ai envie de dire que la France se déconnecte du reste du monde pour régler leurs problèmes franco-français. Mais je dis ça, c'est une blague, hein, mais
quelle est la marge de manœuvre du Premier ministre? Ce problème, les jeunes ils vivent pas dans un espace français, malheureusement. Moi, j'adore la France, mais ils vivent pas en France. Allez, Guy Barré, Steven Samson, Ilyes Jouari, le temps file. On va passer à ce qui sera sans doute notre dernier thème pour ce grand débat, les 100 jours pour Gabriel Attal à Matignon. Il y a 100 jours, lors de sa première prise de parole en tant que nouveau Premier ministre, il avait promis de l'action, des résultats et de l'énergie. 100 jours plus tard, quel bilan pensez-vous les uns les autres? Pas grand-chose jusqu'à maintenant. De l'action, plutôt des déplacements, oui. Mais des annonces, on peut presque dire ça, mais des choses réellement concrètes, des mesures vraiment marquantes, pas encore, on attend encore. Et puis de toute façon, globalement, a-t-il vraiment la marge de manœuvre qu'il faudrait qu'il ait pour pouvoir mener à bien la politique qu'il souhaiterait mener? On a un déficit record de 5,5%. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques années, on nous parlait des critères de Maastricht, 3% de déficit. On est à 5,5% maintenant. Donc, on est à un niveau qui est colossal de déficit. On a un déficit commercial également qui est extrêmement élevé. Et à cela aussi s'ajoute aussi le fait, on parlait tout à l'heure un petit peu de l'Europe, qu'on appartient à l'Union européenne et que de ce fait, il y a à peu près 70% plus ou moins de nos lois qui sont rédigées à Bruxelles. Voilà. Donc, notre souveraineté est extrêmement limitée. Donc, voilà. Donc, tout cela ne permet pas de penser qu'il ait vraiment les marges de manœuvre nécessaires pour mener à bien, en tout cas, des projets véritablement structurants, révolutionnaires. Et c'est un gouvernement qui se contentera, comme les précédents, toujours de petites mesurettes. Voilà. Oui. Les 100 jours, c'est un chiffre symbolique. Oui. Aucune signification ni politique, ni économique. La chose intéressante, c'est que sa cote de popularité est plus élevée à ces 100 jours-là que ne l'était celle de Sarkozy et de Mitterrand à la même période. Mais elle s'effrite un petit peu. Elle s'effrite un petit peu. Oui, mais elle est encore supérieure. Et le paradoxe, c'est qu'il a une bonne cote de popularité, alors que selon le dernier sondage du Figaro, 64% des Français ne sont pas d'accord avec sa politique. Comme quoi, les deux choses, on peut trouver l'homme sympathique, mais que sa politique ne l'est pas. Parmi les tâches que lui avait attribuées le chef de l'État, il y avait aussi celle d'élargir la majorité, de trouver des gens qui puissent voter des réformes, des projets de loi, là où Elisabeth Borne, celle qui l'a précédée, a échoué. Et lui aussi a échoué. Mais il ne peut pas faire de miracle, dans la mesure où, quand on a une majorité relative, alors on peut, comme ça, naviguer, essayer de trouver sur certains projets non clivants ou certaines lois possibles quelques accords ponctuels par des débauchages. Alors donc là, il est en échec par rapport à ce but-là. Il devait aussi resserrer les rangs de la majorité. Or, elle tire à Uadia. Il y a des désaccords, par exemple, lorsqu'il veut faire réformer l'assurance chômage, il y a son aile gauche qui n'est pas d'accord. Il y a aussi la perspective de la présidentielle où Bruno Le Maire se distingue des autres en demandant beaucoup plus de rigueur, et il demandait un collectif budgétaire que lui a refusé, justement pour tenir compte des 5,5% de dette. Et donc, tout ça fait que, à part ces quelques déclarations tonitruantes, comme ou de proclamations comme il le fait à propos de l'école et de la violence, concrètement, il n'y a rien. Alors, il fait un peu, le gouvernement avec Macron font un peu ce que fait la gauche d'une façon générale quand elle est en échec sur le plan social ou sur le plan économique. Elle se réfugie sur le plan sociétal, qui a un avantage de plaire à la gauche, de cliver entre droite et gauche, et surtout de ne rien coûter. D'où
de rien coûter financièrement. Il peut y avoir un coût moral et éthique. Notamment, c'est le cas, par exemple, sur l'euthanasie. Là, évidemment, il mobilise sa gauche, son extrême gauche, etc. Bon, voilà. Mais pour l'instant, d'abord, il n'y a aucune loi qui est sortie, mais ça lui permet d'affirmer sa volonté réformatrice sur quelque chose, qui peut intéresser les Français, mais enfin, les Français, les individus, se projettent pas tous immédiatement sur leur agonie, savoir si voilà. Bon, donc je pense que ces 100 jours ne peuvent pas déboucher sur grand chose. Pour l'instant, ce qu'il cherche avec le chef de l'État, c'est d'éviter une motion de censure. Ouais. Parce que là, ce serait la fin et des 100 jours et des 150 jours. Et là, justement, LR, qui n'aurait pas grand-chose à perdre s'il y avait, par exemple, des élections anticipées, bien que Macron ne soit pas obligé de dissoudre l'Assemblée nationale, même si la motion de censure est votée, mais sont au moins obligés de changer de gouvernement. Eh bien, ça, c'est l'épée de Damoclès qui peut faire interrompre brutalement son ministère, d'être Premier ministre. Et là, alors évidemment, ça fait un moment que LR a dit « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Mais bon, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Mais là, la conjoncture, c'est possible. Sauf qu'il y a un sondage qui est sorti dans le Nouvel Observateur, qui a été à l'initiative de LR, selon lequel, s'il y avait une dissolution actuellement, eh bien, le Rassemblement national aurait la majorité absolue. Mais LR perdrait quelques plumes, mais pas trop. Bon, donc c'est jouable. Et puis, mais il n'y a qu'à voir les sondages pour les élections européennes. Et justement, parmi les missions qui était celle du Premier ministre, c'était aussi de préparer les élections européennes. Bon, la tête de liste Renaissance, Valérie Ayer, est certainement une femme tout à fait honorable, mais sa notoriété est modeste et son CV politique aussi. Et donc, lui devait, par sa jeunesse, par son dynamisme, porter la contradiction en contraste avec Jordan Bardella. Mais là aussi, les sondages le disent, c'est raté. Steven Thompson, le bilan, c'est trop tôt pour le juger. Il peine à rassembler les Français. Non, mais moi, je suis d'accord avec Guy, sauf sur un point. Je ne pense pas qu'il se réfugie dans les questions sociétales. Je pense que même c'est le ADN du macronisme. Et c'est pour ça que tout le reste pâtit. C'est qu'ils, finalement, ils n'ont pas grand-chose à faire du reste. C'est que les questions sociétales qui leur intéressent. Et c'est ça leur attaque à l'autorité. Et c'est pour ça que c'est très pervers et malhonnête leur déclaration. Donc, le bilan, pour moi, c'est négatif, mais c'était déjà négatif au départ parce que c'est un projet malhonnête. Elias Zouari. Je suis d'accord effectivement avec vous également. Ce que je peux rajouter, c'est que peut-être que la seule réussite jusqu'à maintenant de Gabriel Attal, c'est une petite réussite personnelle, puisqu'il semblerait que dans les sondages, il semblerait qu'il ait acquis assez rapidement déjà une stature présidentielle auprès de bon nombre de nos compatriotes et qu'il serait même qu'il se placerait même en tête des personnes présidentiables dans son parti politique pour les prochaines élections présidentielles. Voilà, donc peut-être petite victoire personnelle, mais bon, ce n'est pas la priorité pour nous et pour tout citoyen lambda, bien entendu. Voilà. En conclusion sur le statut présidentiel oui, c'est-à-dire que il est très populaire. Je pense que plus populaire que ses prédécesseurs. Je pense qu'il vit sur l'acquis qu'il a eu quand il était ministre de l'Éducation nationale, quand il a mis fin à la baya, quand il a pris un autre ton que celui de son prédécesseur. Et donc là, c'est là qu'il a gagné cette popularité, qui s'effrite justement au fil du temps. Mais n'oublions jamais que la popularité ne fait pas l'élection. Et il y a par exemple 2 personnages dans la vie politique française qui ont été les plus populaires et qui sont encore au moins pour celui qui est vivant. C'est Simone Veil et Jacques Lang, qui ont toujours eu des degrés de popularité, de confort, etc. Ils n'ont jamais eu un mandat, ils n'ont jamais été candidats, ils n'ont jamais pu l'être. Jacques Lang a essayé d'être maire de Paris, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est vrai que par rapport à Bruno Le Maire, par rapport à Darmanin, il est plutôt devant, mais
Au pays des aveugles, les banques sont rois. Guy Barret, journaliste, Steven Thompson, écrivain américain d'expression française, Ilyes Jouhari, président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Merci d'avoir été avec nous en ce vendredi 19 avril pour le grand débat. Le grand débat qui revient la semaine prochaine, ça sera au bon soin de Louis Dauphren qui reprendra sa place, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous tous les trois.